Salut les amis et bienvenue dans votre rendez-vous sport et foot sur Tendance Ouest et en vidéo. Très heureux de vous retrouver dans les couloirs de cette planète foot en Normandie, tous avec le sourire, tous les crampons aux pieds. Oui, malgré la fin des compétitions, parce qu'il y en a des choses à dire sur ce foot normand de la Ligue 2 aux championnats amateurs, les premiers impacts des décisions sportives, les batailles internes qui commencent dans chaque club et dans chaque division et les premiers sursauts du mercato. Rien de moins cette semaine au menu avec notre coach qui fait son retour parmi nous. Bonjour Johan Gallon. Bonjour à tous. Bonjour Thibaut Deslandes. Salut Sylvain. Et bonjour à vous Mathieu Billot du foot normand. Salut Sylvain, salut à tous. Allez, sans plus attendre, on va tout de suite attaquer la première des trois grandes parties de cette émission avec la Ligue 2. Et on va aller au calme pour commencer cette émission. On va aller du côté du Havre. Il ne se passe pas grand-chose au Havre. Allez, juste un petit sursaut. Et je commence avec vous, Mathieu Billot du foot normand. Un petit poil à gratter peut-être. Le départ de Loïc Badet, stagiaire, tout jeune, au HAC, du côté de Lens en Ligue 1. C'est pas forcément un très bon message. Non, c'est jamais un bon message quand un jeune qui est formé au club ou post-formé ne signe pas son premier contrat professionnel avec le dit club. Le Havre, malheureusement, est habitué parce que ça se produit assez souvent que des joueurs libres quittent le club. Voilà, il s'est révélé cette saison, il était dans sa dernière année de contrat et le fait de seulement jouer en Ligue 2, visiblement, ne l'a pas intéressé. Il avait d'autres propositions, il est parti. Pour les clubs formateurs comme le Havre, c'est vraiment des coups durs à chaque fois. Un coup dur, et puis peut-être là quelque chose d'un peu plus compréhensible, c'est le cas de Romain Basque, dont on a appris ce matin qu'il était en contact avec Dunkerque, équipe promue de National 1 en Ligue 2. Ça, c'est pas forcément un mauvais coup par contre. C'est différent. Romain Basque au HAC, c'est plus un joueur de complément dans l'effectif de Paul Le Guen. Donc s'il peut trouver un temps de jeu supérieur à un niveau égal, pour lui, il est gagnant. Comme c'est pas un joueur indispensable au Havre, je pense pas que le Havre va s'opposer à son transfert. Et le Dunkerque récupère un joueur, mine de rien, qui a une certaine expérience de ce niveau-là. Les trois parties peuvent y gagner. Donc c'est la transaction parfaite. Transaction parfaite donc du côté du HAC. Avec une question, là c'est une question qui va être tranchée dans quelques jours, quelques semaines grand maximum par Paul Le Guen, le manager général du HAC. Question discutée évidemment avec Pierre Ventier notamment et le président Volpé, pour savoir quand est-ce que l'on remet les joueurs havrais à l'entraînement. Plusieurs possibilités se dégagent. Une petite session entrecoupée de vacances avant d'entamer la vraie préparation, ou alors au contraire une dizaine de semaines de préparation. Et là, évidemment, il est avec nous. J'en profite, son avis technique et stratégique. Joe Gallon, vous êtes coach, vous auriez choisi quoi comme méthode ? Je pense que c'est… Je ne sais pas s'il y a de vérité, si elle avait une meilleure méthode plus qu'une autre, mais en tout cas, ce qu'est en train de choisir le Havre, c'est-à-dire de reprendre l'entraînement sur une première partie de peut-être pendant 3 semaines, un mois, je pense que stratégiquement, c'est quelque chose d'intéressant. Parce que quand vous êtes arrêté aussi longtemps, plus de 2 mois, et que vous avez qu'un programme individuel, qu'est-ce qui vous manque ? Il vous manque le ballon, il vous manque de vous retrouver avec les copains, sous forme jouée, mais aussi il va falloir faire très attention dans cette reprise, parce que musculairement vous avez perdu, donc il va falloir faire attention aux blessures. Mais je crois que stratégiquement, le fait de se rentraîner en groupe, le fait de retrouver un collectif permet de commencer à fédérer, repartir sur un prochain programme, se refixer des ambitions pour le futur championnat. Et je pense que ça permettra après aux joueurs de partir peut-être moins longtemps en vacances, c'est-à-dire 3 semaines, et d'avoir une reprise derrière avant le championnat de 6 semaines, 6 semaines et demie, c'est-à-dire il y aura peut-être une semaine supplémentaire pour essayer de retrouver le temps perdu. Maintenant, comment vont réagir les corps par rapport à tout ça ? Est-ce qu'il y aura plus de blessures ? Est-ce que ça sera différent ? Il faudra vraiment être vigilant, mais je pense que le Havre est en train de stratégiquement, pour moi, de trouver peut-être, je ne sais pas si ça serait la meilleure, mais une bonne solution. Une bonne solution pour les Havrais, une mer relativement calme pour les Ciels et Marines. On les entend peu dans cette période de crise, ils ne montent pas au créneau, il ne se passe rien. Tout l'inverse du Stade Malherbe de Caen, c'est notre deuxième sous-partie dans ce numéro 1 de cette émission, à savoir les clubs professionnels de Normandie. Alors là, du côté du Stade Malherbe de Caen, on a été servi en fin de semaine dernière, en l'espace de quelques heures. On a appris que potentiellement le club pouvait intéresser des investisseurs étrangers en cas de vente. Et on a appris que Pascal Duprat, éventuellement, et là je garde évidemment beaucoup de guillemets parce qu'il a démenti chez vous, Mathieu Billot, dans le foot normand,
tout accord avec Morad Boudjelal, le potentiel repreneur de Toulon, équipe de National 2. Bref, Caen s'est retrouvé secoué, mais moi je veux en rester, messieurs. Et je commence avec vous, Thibaut Deslandes. Au cas du Stade Malherbe de Caen, est-ce que l'on peut imaginer le club malherbiste mis en vente? Je ne sais pas si c'est vrai, mais je pense que quand ce genre d'information sort, la question n'est pas de savoir si c'est vrai, la question est de savoir à quel degré c'est vrai. Je pense que toute la question et toute la réponse est dans le curseur. Je pense qu'il y a des réflexions du côté du Stade Malherbe. Je pense que potentiellement, il pourrait y avoir des investisseurs intéressés par le rachat de ce club. Voilà. Après, à quel degré l'information qui a été donnée la semaine dernière est vraie? Là, je ne suis pas dans les secrets, dans les couloirs de Dornano, donc je ne peux pas vous dire, mais je pense que la question est de savoir à quel degré c'est vrai. À quel degré ça peut être vrai, cette histoire de revente, Mathieu Biot? C'est réel, alors on sait que c'est instable pour ceux qui nous rejoindraient, qui ne connaissent pas forcément le Stade Malherbe. Instabilité quasi continuelle depuis 2018, le début d'année civile 2018, qui ne s'est jamais réellement arrêté. Est-ce que l'on va finalement, selon vous, en arriver à une vente, à une scission, à une répartition différente? Je crois qu'en fait, le Stade Malherbe est à la recherche d'un nouveau modèle. Il a longtemps vécu au niveau de son actionnariat, il a longtemps vécu avec un modèle qui, à une époque, a fait ses preuves et qui, aujourd'hui, semble ne plus correspondre aux besoins du foot moderne au niveau professionnel. Alors, ce modèle, excusez-moi de vous interrompre, c'est celui de Jean-François Fortin, mis en place à la fin des années 90, au début des années 2000, modèle qui répartit l'actionnariat de manière équilibrée, notamment chez les majoritaires, sur la détention de parts. Aujourd'hui, il faut voir autre chose, c'est ça l'idée? Aujourd'hui, il faut voir autre chose parce que le football des années 2000, c'est pas le même que le football d'aujourd'hui. Ça demande une capacité d'investissement bien supérieure. Et ce qui s'est passé à Malherbe depuis 2-3 ans, avec notamment les mauvais résultats qui ont donc précipité le club en Ligue 2 et qui va enchaîner une deuxième saison de Ligue 2, le club a des difficultés financières. Il faut pouvoir y répondre. Et aujourd'hui, certains actionnaires du club ne peuvent ou ne veulent pas, ce qui est leur droit, remettre au pot. On parle de sommes quand même très très importantes. Donc, il faut trouver des solutions pour garantir la pérennité du club. Donc, il faut revoir ce modèle d'actionnariat aujourd'hui. Johan Gallon, vous êtes vous-même un ancien joueur du Stade Malherbe de Caen. Vous avez évidemment toujours connu et suivi et les coulisses et le terrain dans la vie de ce club. Qu'est-ce que ça vous inspire tout ça aujourd'hui? Ça m'inspire que pour moi, le Stade Malherbe n'est pas à vendre. Voilà, pour moi, je ne le vois pas du tout comme ça. Peut-être que je me trompe, hein, mais j'ai quand même je suis sûr et certain que les gens qui font partie de ce club, des 10 et des 13, sont des gens qui aiment le club. Par contre, que les cartes soient remises sur la table et qu'ils se rendent compte que le mode de fonctionnement d'aujourd'hui ne suffit pas pour un club professionnel qui veut être ambitieux ou se stabiliser en Ligue 1, doit changer son mode de fonctionnement. Ça, je le vois plutôt comme ça. Maintenant, il y a toujours des manœuvres à des périodes comme ça pour un peu déstabiliser tout le monde. Donc là, grand article, les Sino-Américains, Nice veulent racheter. Pour moi, ça, c'est du pipeau. Est-ce qu'on va revenir à ce que Jean-François Fortin avait proposé il y a 2 ans, de faire rentrer le nerf de la guerre, c'est où il faut faire rentrer plus d'argent au sein du club? Comment faire pour faire rentrer de l'argent au sein du club? Est-ce qu'il faut faire rentrer d'autres partenaires dans le club des 10? Est-ce qu'il faut agrandir ce club des 10? Mais en tout cas, il va y avoir une remise en cause de ce fonctionnement. Et ça, je pense que c'est indéniable. Forcément que ça va redonner aussi, on va redonner les cartes, quiz du président, quiz de ceci, quiz de cela, parce que ça va être aussi un chamboulement dans plein de choses. Donc on attend de voir. En tout cas, moi ce que j'espère, c'est que le club retrouve de la sérénité, de la stabilité, et qu'on ne peut pas vivre comme on est en train de le faire depuis 2-3 ans et d'en arriver là. Et je pense qu'il faut que maintenant... on peut pas tous être d'accord, on peut pas tous voir le football de la même façon, même si ces gens-là sont actionnaires, mais il faut qu'il en sorte quelque chose de concret, de cohérent, et que ça arrête d'être une guéguerre. Alors je suis en train de lire ou d'entendre que les relations seraient un peu mieux. Et je pense qu'on arrivera à quelque chose de positif qu'à partir du moment où les relations entre ces personnes qui dirigent seront plus saines. Ça, c'est indéniable. Donc moi, j'espère de tout cœur que ces relations-là seront meilleures et qu'ils vont trouver la solution pour le Stade Malherbe, parce que le Stade Malherbe, ça engendre beaucoup de choses, et pour les amoureux du club,
on a envie de la sérénité, de stabilité. On parle de modèle, Sylvain, mais le modèle du Stade Malherbe, il a déjà changé l'année dernière. En plaçant un président qui n'est pas actionnaire, le Stade Malherbe a changé son modèle déjà l'année dernière, le modèle construit par Jean-François Fortin. Ça, c'est la première des choses. La seconde des choses, moi, je suis absolument convaincu, comme Johan, que les actionnaire aiment leur club. Ça semble être une évidence. Et s'ils aiment leur club, je crois, et je pense que eux le savent aussi, qu'ils doivent réfléchir à un autre modèle. On le voit bien, le modèle construit par Jean-François Fortin, et Dieu sait que je le trouve louable. Enfin, franchement, qui ne trouve parce qu'il a permis de nombreuses reprises de sauver la situation. Et bien sûr. Mais bien sûr, mais il n'est pas forcément, et Mathieu le disait tout à l'heure, adapté au football des années 2020, même si, on va peut-être en parler tout à l'heure, le football des années 2020 risque de changer profondément avec cette histoire de Covid-19. Mais l'histoire des sino-américains, l'histoire de l'investisseur de la semaine dernière, ça, c'est la première flèche. C'est la première flèche qui nous permet de dire « Ah, regardez, peut-être que le Stade Malherbe de Caen cherche des investisseurs. Peut-être qu'il y a des gens qui sont intéressés par le rachat du Stade Malherbe de Caen. Et on va balancer cette histoire des sino-américains, mais derrière, on va peut-être pouvoir travailler en couverture. Et là, on revient à ce que je disais tout à l'heure, le degré de vérité dans l'information, il est où ? Il est où ? Il est tout simplement dans le fait qu'effectivement, et comme vous êtes tous d'accord à le dire, messieurs, et comme en termes d'analyse, on est tous d'accord à le dire, le Stade Malherbe de Caen, quel que soit, et là je respecte évidemment l'aspect administratif, quoi qu'on en dise, le Stade Malherbe de Caen cherche des investisseurs. À l'inverse de ce que tu dis, Jo, il est forcément à vendre puisque les actionnaires d'aujourd'hui ont des choses à vendre, en l'occurrence leurs actions, et ont des choses à vendre. Et c'est là où est la nouveauté. Peut-être à quelqu'un hors de Normandie. Et c'est là où je voulais en venir. Parce que peut-être que c'est là aussi le signe le plus fort de cette histoire. Il y a peut-être une frontière qui est en train de se briser dans la logique de pensée du Stade Malherbe. Mais le premier à avoir cassé cette logique, c'est le créateur de ce club des 10. C'est Jean-François Fortin. C'est lui qui a créé à cette période-là un modèle économique qui a permis au club de monter en Ligue 1, de se stabiliser pendant 5 ans. Et ça a été le premier à dire « Attention maintenant, ce modèle-là n'est plus suffisant, il faut l'améliorer, il faut changer ». Donc ça a été l'initiateur et ça a été la personne qui a dit « Au bout d'un moment, il va falloir faire autrement ». Aujourd'hui, je pense que certaines personnes se sont dit « Non, c'est pas comme ça qu'on veut fonctionner parce qu'on veut garder notre petit trésor, notre petit bébé ». Et puis au bout d'un moment, force est de constater qu'il va falloir améliorer cette situation. Mais en tout cas, moi, j'ai jamais entendu dire, de proche ou de loin, qu'une des personnes de ce club fermé voulait vendre ses actions. J'ai jamais entendu. Et pourtant, ce sera le cas. Ou alors, on amène quelqu'un d'autre en plus. Moi, je le vois plutôt comme ça. Aujourd'hui, j'ai jamais entendu dire, moi, qui que ce soit avait envie de vendre ses parts. Quand Fabrice Clément a voulu rentrer, on ne l'a pas laissé rentrer, personne n'a voulu vendre ses parts. Ou alors j'invente quelque chose, mais je pense rien inventer. Et là, demain, qu'est-ce qui va se passer ? C'est soit on ouvre les actions à un plus grand nombre de personnes pour faire rentrer plus d'argent et économiquement être plus viable, ou alors il va se passer des mécanismes en interne, je ne sais pas ce qui va se passer, mais il va se passer quelque chose. C'est indéniable qu'il va se passer quelque chose, et moi j'espère le plus vite possible, parce qu'une saison va se préparer très rapidement. Justement, Mathieu Billot, c'est là où je voulais en venir aussi, et il me tend la perche parfaitement, le coach. Est-ce que, comme les 2 dernières années, Caen est en train de prendre beaucoup de retard par rapport à la concurrence ? Alors, par rapport à la concurrence, je ne sais pas où en est la concurrence, mais s'il y a un changement d'actionnariat majoritaire, il y aura forcément des répercussions à tous les niveaux du club et les niveaux qu'on voit tous les week-ends en temps normal. C'est-à-dire, est-ce que vous aurez le même président ? Est-ce que vous aurez le même coach ? Donc, au niveau de l'effectif, les moyens qui seront aussi à votre disposition. Forcément, alors plus ce changement d'actionnariat sera tard, c'est quand même des opérations qui sont très complexes, même d'un point de vue financier. C'est pas juste une poignée de main entre 2 personnes. Forcément que vous pouvez prendre du retard. Mais je crois que le Stade Malherbe, il traverse une période un petit peu de mutation depuis 2-3 ans. Et il n'a pas encore trouvé son nouveau modèle. Peut-être que ça va prendre encore une saison, mais c'est peut-être pour construire le Stade Malherbe des 10-20 prochaines années, ce qui se passe en ce moment. Ce qui s'était passé sous l'ère Jean-François Fortin, d'ailleurs, où ça avait été pendant 4-5 ans. Et là, Jo, vous étiez joueur à cette époque-là, vous, au Stade Malherbe. C'est ce qui s'était passé avant la prise de pouvoir effective de Jean-François Fortin. Il y avait eu 2 changements de président coup sur coup et un nouveau modèle à rechercher. On est là ? C'est juste une histoire de cycle, Mathieu ? En tout cas, pour Malherbe, j'ai l'impression que c'est un cycle, effectivement, qui aurait pu être amorcé il y a 2 ans,
2 ans et demi, par rapport à ce qui avait été proposé à l'époque, ce qui a été refusé, voilà. Bon, voilà. Après, il y a une conjecture qui a fait que, comme vous êtes descendu, comme vous n'êtes plus en Ligue 1 et que vous bénéficiez plus de la manne des droits télé, il faut trouver des nouvelles sources de financement. Et pour redevenir un club compétitif aujourd'hui, il faut changer. Ça peut prendre du temps, ça fait déjà 2 ans. Ça peut prendre encore une ou voire même plusieurs saisons. Mais c'est peut-être pour avoir un club plus costaud pendant 10-20 ans. Thibaut. Ce qui m'inquiète un petit peu là-dedans, c'est que j'ai l'impression que le Stade Malherbe de Caen est en train de vivre ce qu'ont vécu avant lui le Racing Club de Lens. Il s'en relève à peine aujourd'hui et il y a moins longtemps et qui ne s'en est toujours pas relevé la JOCR. Dans la forme, c'est évidemment différent. Mais dans le fond, c'est la même chose. C'est-à-dire comment pallier à des difficultés financières qui sont vieilles finalement. Elles sont vieilles ces difficultés. Elles ne sont pas vieilles dans leur réalité, mais elles sont vieilles dans leur construction. Comment pallier à des difficultés financières pour retrouver le plus vite possible un niveau de compétitivité intéressant. Et là, je crois que le Stade Malherbe est à la croisée des chemins et doit répondre à cette question-là avec un changement de modèle économique pour pouvoir prétendre de nouveau à accéder à l'élite du foot français. Alors, vous citez Lens et vous citez Auxerre, Thibaut. Ça, c'est l'heure du choix et on parle de 2 clubs qui, comme vous l'avez dit, s'en relèvent à peine. Moi, j'ai envie de mettre aussi en parallèle avec ça Sochaux ou Nancy, qui, eux, ont fait des choix ces dernières années et des mauvais choix, en l'occurrence, puisque ça les a propulsés au fin fond de la Ligue 2. Quand vous dites que Caen est à la croisée des chemins, est-ce que l'on est tous d'accord pour dire qu'on est vraiment au milieu de ce modèle Auxerre, Lens, où l'on se relève et à égale distance de Sochaux et de Nancy? Est-ce que Caen est là et à l'heure du choix, finalement? Moi, la seule chose que je ressens en interne, c'est que, à mon avis, Caen ne sera jamais vendu à quelqu'un qui arrivera de l'extérieur, à un étranger. Les gens qui sont au club, les partenaires, tiennent trop à leur club, ont trop de valeurs très fortes pour laisser filer ce qui représente le football normand. C'est notre club. Enfin, tout le monde est supporter du Stade Malherbe. Par contre, je pense qu'ils vont ouvrir l'actionnariat pour faire entrer des personnes. Mais moi, je ne vois pas ce club filer aux mains d'autres personnes, comme ça a été le cas à Sochaux, comme ça a été le cas à Nancy, ou comme ça a été le cas à Auxerre. Bien sûr. Voilà. Moi, je le vois pas comme ça. Et je pense que quelque part, ça peut être quand même un garde-fou d'avoir ces personnes-là à l'intérieur du club aujourd'hui pour pas faire n'importe quoi. Oui, mais souviens-toi, Johan, à l'époque, on pensait que Lens ne pouvait pas échapper au contrôle de Gervais Martel, que jamais le club nordiste se fourvoierait dans des fonds d'investissement. Ça a été le cas. On a pensé la même chose avec le Auxerre de Giroud. Ça a été le cas. Et finalement, et c'est même arrivé avec un club qui est plus proche de nous. C'est arrivé avec le Havre. Oui, exact. Donc, moi, j'ai envie de croire que le modèle Cano-Canet ou Normando-Normand va continuer d'exister. Mais d'abord, je suis pas sûr que ça soit possible dans le foot professionnel actuel, mais là, tu le connais mieux que moi et peut-être que tu as plus de paramètres que moi pour juger de ça. Et deuxièmement, je suis pas sûr que ça soit la volonté de tout le monde, j'en suis vraiment pas sûr. Aujourd'hui, il y a clairement un changement qui s'est mis en place du côté du Stade Malherbe de Caen, un changement, comme vous l'avez dit, Mathieu Billot, qui va forcément avoir lieu dans les prochaines semaines, mais le travail peut être beaucoup plus long parce que, administrativement parlant, ça ne se fait pas effectivement en une poignée de main et d'ici à avoir l'accord, il y a encore beaucoup d'eau à couler sous les ponts. Quoi qu'il arrive, le Stade Malherbe de Caen est clairement, et ça vous êtes tous d'accord messieurs, à la croisée des chemins. Seconde partie de cette émission, le foot fédéral, on connaît tout presque maintenant depuis les derniers jours de la Nationale 1, de la Nationale 2 ou de la Nationale 3 en matière sportive. On est au déconfinement maintenant. Et pour parler de ce déconfinement et de l'état des lieux dans les clubs de Nationale 1, de Nationale 2 et de Nationale 3, qui de mieux que vous, Johan Gallon, coach de l'US Grandville, équipe de Nationale 2, 4e la saison passée de cette Nationale 2. C'est quoi l'état des lieux aujourd'hui de l'après-crise officielle? Officiellement, on n'a pas encore de chiffres précis, mais ce qui est sûr, c'est qu'au bout de 2-3 jours de cette crise du Covid, je savais déjà pertinemment qu'il allait y avoir des répercussions énormes, que ça allait, en effet, on y est. On y est, donc aujourd'hui, on essaye de faire un constat le plus précis possible, mais il est impossible dans n'importe quel club de savoir pile poil comment on va terminer l'année, parce que l'année n'est pas terminée. Comment on va recommencer la prochaine, parce qu'il faut un budget pour la saison prochaine.
Qui dit budget dit partenaire, mécénat, dit sponsor. Quand une entreprise est partenaire et qu'elle est fermée depuis 2 mois sans activité, vous faites comment pour réclamer un centime à ces entreprises-là? C'est complètement impossible et incohérent. Est-ce que des entreprises vont être capables de repartir en tant que partenaire pour la prochaine saison? Il y en a déjà aujourd'hui qui sont capables de vous répondre non. Donc forcément que le modèle économique est complètement à revoir et que ça va tout changer. Donc quand on dit la vie avant le Covid et la vie après, moi je pense que dans la vie de tous les jours, dans 15 jours, 3 semaines, on va tous revivre comme on vivait avant. Par contre, pour l'économie, que ce soit dans le foot ou autre, il y aura des incidences énormes. Et en tout cas pour le foot, ce que moi je connais, demain ne sera plus pareil. Et je pense que ça mettra énormément de temps, voire des années, à retrouver le mode économique où on était il y a encore 2 mois. Les premiers marqueurs, Johan Gallon, au sein de votre propre club de l'US Grandville, quels sont-ils? Il faut faire un constat. Le constat, il est quoi? La première chose, c'est budgétaire. Donc, vous apercevez que je ne peux pas parler de chiffres parce que ce n'est pas à moi d'en parler clairement, mais ça sera à mon président. Qui dit baisse de partenaires, donc vous avez les mécénats, ça engendre forcément une baisse sur le budget. Tout le monde, on est à peu près unanime dans tous les clubs, faut compter une baisse entre 30 et 35% de baisse de budget par club. Donc à partir de là, c'est aussi simple, ça va engendrer des baisses de salaire. Pour nous, clubs comme nous, on a quand même pas mal de contrats fédéraux. Alors ça, c'est un autre problème. Dans le milieu pro, il faut reprendre les entraînements, il faut reprendre parce qu'il y a les droits télé, il y a ceci, cela. Et puis nous, qui fonctionnons à notre petit niveau, mais avec des contrats fédéraux qui sont des contrats de travail pour jouer au football, nous, on arrête nos championnats. Donc j'ai l'impression qu'il y en a qui ont 2 têtes et une jambe, il y en a qui doivent avoir 3 têtes, il y en a qui... Enfin, on n'est pas tous unanimes là-dedans. Et ça, c'est un gros problème. Je pense que dans ce genre d'événement, dans ce genre de pandémie qui existe encore aujourd'hui, il faut que la règle soit pour tout le monde pareil. En tous les cas, moi j'ai l'impression qu'on n'est pas traités tous pareil. Puis autre chose, comment on peut prendre des décisions de sport différents, c'est-à-dire le hand de basket, on a pris certaines décisions et le foot, on en prend d'autres. Alors que ça vient, c'est des directions qui ont été prises de la part de l'État. Pour moi, on aurait dû prendre la même décision pour toutes les associations, tous les sports. On arrête les championnats. Soit c'est une saison blanche, soit démontée, il y a des descentes. Mais même à l'intérieur de chaque sport, on n'est même pas sur le même pied d'égalité. Pourquoi? Alors que c'est une décision qui est prise par l'État. Moi, je dirais même mieux parce que même à l'intérieur du sport football, si l'on compare, et là, Thibaut Deslandes, je veux votre appui, ou au contraire, votre affirmation, on n'est déjà pas dans un pied d'égalité en matière de réflexion entre l'US Grandville, le FC Rouen, le CMS Wassel, club de National 2, et vous, par exemple, avec le FC Saint-Lô et tous les autres clubs de National 3. Il y a déjà un pivot qui se passe entre ces 2 niveaux-là. Les conséquences ne sont déjà pas les mêmes. Non, bien sûr. Je pense que on parle souvent de foot amateur, de foot professionnel, de foot semi-professionnel. Je pense que la césure dans le monde du football aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui se faisait entre le championnat de National 2 et le championnat de National 3. Je pense que c'était vraiment la coupure entre le foot amateur et le début du foot professionnel. Donc effectivement, on n'est pas dans les mêmes problématiques, mais finalement, on se retrouve dans les réflexions. Johan disait tout à l'heure, on ne sait pas si nos partenaires vont nous suivre. C'est très rigolo. En ce moment, nous devons envoyer, nous, les clubs de National 3, je crois que c'est le cas également des clubs de National 2, ce qu'on appelle un plan d'atterrissage à la DRCG. Mais alors, il n'a jamais aussi bien porté son nom. Le problème, c'est qu'on ne voit pas la piste. Donc, pour atterrir, ça va pas être simple. Donc, c'est très, très bien de faire un plan d'atterrissage. Mais je peux vous dire que c'est un casse-tête. C'est un vrai casse-tête parce qu'aujourd'hui, vous mettez quoi dans votre plan d'atterrissage? Vous ne savez pas les partenaires qui devaient vous accompagner sur la fin de saison, s'ils vont pouvoir vous accompagner. Et puis moi, la problématique, elle est encore plus loin. C'est-à-dire que dans 3, 4, 5, 6 mois, on va découvrir d'autres problèmes. Et là, les problèmes qu'on évoque aujourd'hui, dans 6 mois, je pense qu'ils seront, j'en suis absolument convaincu même, je pense qu'ils seront encore plus importants. Et là, les clubs qui ne seront pas prêts à faire face à ces problèmes, ils sont en danger. J'entendais la semaine dernière une phrase qui m'a fait beaucoup sourire, mais qui est tellement vraie. En temps de crise, les gros maigrissent, les maigres meurent. Voilà, tout est dit. Mathieu Billot, alors loin de moi de penser quelconque lien avec la phrase que vient de dire Thibaut Deslandes. C'est pas beau ça.
Mais sincèrement, quand on entend, donc je surveille. reprenons un petit peu notre sérieux, blague à part évidemment, mais quand on entend moi je ne vais pas hésiter à les appeler comme ça, des monuments du foot normand, comme peuvent l'être Granville, comme l'est le FC Rouen, comme peut l'être le FC Saint-Lô, faire ce constat-là aujourd'hui, le foot fédéral, c'est le grand perdant selon vous de cette crise ? Je pense, parce qu'effectivement, le foot pro, on peut penser que si les contrats télé sont respectés, il va se relever plus ou moins vite, une fois que la vie reprendra son cours normal. Alors ça, parenthèse, on en est encore très loin. Fermeture de la parenthèse, on en discutera dans d'autres émissions. Si les contrats télé sont respectés. Pour le foot fédéral, qui vit principalement des recettes liées au sponsoring, au mécénat et au partenariat privé, comme c'est toute l'économie qui est touchée, oui, le foot à ce niveau-là peut changer de manière considérable. On a même l'impression que c'est que le début. En fait, Coach Gallon, quand on voit votre situation, celle de Saint-Lô, on a l'impression quand même qu'il y a eu une espèce d'énorme temps qui a volé en éclats en l'espace de 2 mois, quoi. Bah oui, pour moi, pas 7 ans, ça fait 7 ans que je suis à Granville, 6 ans. J'ai l'impression qu'en 2 mois, je vais faire une marche arrière peut-être de 6 ans. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc il y a l'aspect, parce que là on parle d'argent, mais qu'est-ce qu'on va voir demain ? Et ça va faire des dégâts au niveau humain. Et ça sera autre chose que de parler d'argent. Il y a des gens qui vont tomber, je pense, en dépression dans ce milieu-là. Il y a des gens qui vont plus trouver de travail. Il y a des gens, ça va laisser du monde sur la route. Quid des joueurs qui sont dans un club comme Granville, semi-professionnel, qui ont des salaires corrects, mais loin de tout ce qu'on peut penser. On va pas, nous, demain, on peut leur donner la même somme. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont partir au travail, ils vont pas partir, ils vont vivre du foot. Donc c'est aussi une remise en cause totale de la vie de toutes ces personnes. Et quand on parle de footballeurs de N2, on parle de centaines et de milliers de personnes. Et de N3, certains aussi, joueurs sont payés. Ou autre chose, il y a les joueurs qui sont payés pour ça, et puis il y a d'autres joueurs qui sont payés pour faire partie d'une équipe, et aussi éducateurs dans les clubs. Est-ce que demain, on va pouvoir avoir autant d'éducateurs ? Est-ce que Thibaut, toi à Saint-Lô, tu vas pouvoir prendre autant d'éducateurs que tu aurais voulu ? Mais c'est vrai, c'est la réalité des choses, elle est là. Je pense qu'il y a un certain nombre de joueurs. Et là, on parle vraiment beaucoup sur le niveau National 1, National 2 et National 3. Il y a un certain nombre de joueurs qui sont absolument pas prêts à encaisser ce qu'on a à leur dire aujourd'hui. On est en train de leur expliquer que ce qu'on leur donnait jusqu'au 15 mars, on ne pourra plus leur donner après. Alors ça, je suis convaincu qu'ils sont pas prêts. Et effectivement... Ils sont pas prêts pourquoi, Thibaut ? Ils sont pas prêts pourquoi ? Mais ils sont pas prêts parce qu'ils faisaient partie d'un monde qui organisait sa fuite en avant. Et chaque année, on montait encore en régime en Régional 1, on peut redescendre jusqu'à la R1. Moi, j'ai entendu des sommes en R1, mais je peux vous dire, ça vous ferait halluciner. Et donc, on a des joueurs qui faisaient partie avec les présidents, avec les entraîneurs de cette fuite en avant, sauf que le recul que certains ont, et j'espère en tout cas, une grande majorité des présidents et des entraîneurs, je suis pas sûr qu'un joueur de 21 ans, de 22 ans, qui sort du centre de formation, vous savez, on parle du joueur là, qui sort de centre de formation, qui a encore ce secret espoir quand il est en N2 d'y retourner goûter au monde professionnel, mais dont on sait, nous, pertinemment, que ça sera compliqué. Et ce joueur-là, il n'est pas prêt à entendre ce qu'on va lui dire là. Il n'est pas prêt à ça. Eh bien, on verra, ce sera tout le défi des prochaines semaines. En tout cas, dernière partie. Et avec vous, Mathieu Billot, la partie du foot régional. Alors, hier, il y avait comité exécutif de fédération visant, on ne va pas se mentir, à protéger au maximum les délibérations des ligues avec plein de lois votées et de résolutions de prise. Du côté de la Ligue de Normandie, on sait 2 choses. On sait qu'il n'y aura plus de tournois de foot, et ça, c'est un problème économique qui vient encore s'additionner à tous ceux que l'on vient de préciter avec vous, Jo Gallon, et avec vous, Thibaut Deslandes. Sur le second volet, on est presque prêt. Apparemment, lundi prochain, 18 mai maximum, on devrait avoir les classements. C'est ça, Mathieu Billot ? C'est en tout cas ce qu'a communiqué effectivement la Ligue hier. Voilà, donc pour les fameux classements que tout le monde attend. Après,
À l'exception de quelques poules où il y a des inconnus, et notamment en R1, où il y a encore une inconnue. Sinon, avec l'application de la règle du quotient qu'a imposé la Fédération française, 95% des équipes et des clubs savent à quel niveau ils évolueront la saison prochaine. Donc, c'est important. Pour les clubs qui sont encore dans l'inconnu, on peut comprendre qu'il y a un peu de frustration, sachant que derrière, il y aura forcément de la colère et on verra comment ça s'exprime, chacun essayant de défendre un petit peu sa paroisse. Mais quand même, on est quand même bien avancé aujourd'hui à savoir qui évoluera à quel niveau. Alors, grosso modo, on ne va pas se mentir, il risque d'y avoir des recours potentiels. Pour ce qui est des recours, le Comité national olympique et sportif a donné la semaine dernière avec la fédération de basket et avec les premiers clubs de foot. Grosso modo, il n'y aura rien d'autorisé ou presque en recours. Les recours, visiblement, n'aboutiront pas. Les clubs ont quand même le droit de tenter des recours, mais visiblement, non, ça n'aboutira pas. Donc, ils exprimeront leur inquiétude, leur colère. C'est vrai qu'au niveau des règlements, c'est pas non plus toujours très très clair quand on regarde ça de l'extérieur. Donc, on peut comprendre, mais bon, voilà, c'est une situation quand même exceptionnelle, extraordinaire qu'on est en train de vivre. Donc forcément, ça demande un petit peu d'adaptation à tous les niveaux. Puis, les derniers clubs auront leur réponse et pourront essayer de se projeter sur la suite, sachant que, visiblement, l'activité foot ne reprendra pas avant septembre. Donc ça laissera quand même un peu de temps devant eux pour les clubs. Les fameuses projections, c'est ce qui sera évidemment le plus compliqué à faire et c'est ce qui sera au programme des prochaines émissions du Club Foot en vidéo et en mode ex-confiné, on peut dire maintenant. Merci à vous, Thibaut Deslandes, d'avoir participé aujourd'hui. Merci à vous, Mathieu Billot du Foot Normand. Et merci à vous, Jo Gallon, coach Gallon. On vous souhaite le meilleur pour cet été et puis pour la reprise enfin du football. On l'espère le plus vite et le mieux possible. D'ici là, passez une très bonne semaine. Prochain rendez-vous, mardi prochain, même heure, même endroit et même support en vidéo. Salut.